vous ai jamais fait la présentation de ma Supra. Et ça, c'est grave. Donc je propose qu'on passe sans plus attendre aux présentations, parce que cette voiture, je l'ai depuis que j'ai 18 ans. Une voiture que j'affectionne tout particulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Toyota Supra MK3 Turbo Targa de 1989, mesdames et messieurs. Turbo, pourquoi? Parce qu'elle a un turbo. Et Targa, pourquoi? Parce que c'est une Targa. Targa, c'est comme sur les Porsche. Ça veut dire que Targa, tu as la partie du toit du milieu qui est rigide et qui se retire et qui vient se mettre dans le coffre. Et à ce moment-là, il te reste plus que le pare-brise. Là, tu as du vide. Et là, tu as l'arrière de ton toit. Et ça reste en rigide, ça bouge pas. Donc en gros, tu as une voiture découvrable, mais c'est pas un toit mou. Donc c'est pas de la toile, c'est pas de l'alpaga. C'est bien un hardtop. C'est une voiture qui a appartenu à mon grand-père. Il l'a achetée neuve. C'est une voiture qui est jamais sortie de la famille, pour être honnête. Qui a ensuite été à mon père et qui maintenant m'appartient. Bon, ça n'a pas été toujours tout beau tout rose avec cette voiture parce qu'il y a eu pas mal de problèmes. J'ai mis beaucoup de frais dedans. J'ai mis un peu plus de la moitié de la valeur du véhicule en frais, mais c'est pas grave parce que c'est pas une voiture que je compte vendre. C'est une voiture qui restera à moi toute ma vie. J'étais tout petit, j'étais déjà bébé, je savais même pas marcher, que j'étais déjà assis sur l'aileron de la voiture. Je vais vous mettre une photo, vous allez rigoler. C'est une voiture qui m'a fait rêver depuis que je suis gamin. Moi je la voyais comme la Ferrari de la famille, cette bagnole. Mon père le week-end, il disait allez, on va faire un tour de Supra. On enlevait le toit, on partait le week-end, on roulait à fond la caisse. Et j'étais refait, la voiture, elle marchait super bien déjà, 235 chevaux, c'est un 3 litres turbo pour l'époque. Je suis né en 94, donc tu t'imagines que quand j'avais 7 ans, en 2001, c'était déjà un très très bon véhicule. Moi je me disais, on sort la Supra, mais là on sort la Ferrari, tu vois. J'étais gamin, mon père il démarrait la voiture, il la faisait chauffer dans le garage. Tu sais, à l'époque elle était full d'origine, t'avais la ligne d'origine et tout. T'avais l'odeur, tu sais, l'odeur des essences quand elles sont froides et qu'elles chauffent. L'odeur de l'échappement, je mettais ma tête devant le silencieux arrière comme ça. Je sentais les gaz d'échappement. Mon père il me disait mais arrête de faire ça, tu vas choper un cancer et tout. Juste déjà l'odeur, je savais qu'on allait passer une belle journée, tu vois. Alors imagine maintenant qu'elle est à moi, la gratitude que je ressens. Tellement que je suis refait d'avoir cette voiture. Sauf que ça n'a pas toujours été tout beau tout rose avec cette voiture parce que on a eu un petit souci. Je vais pas vous spoil l'intérieur. Je vais vous laisser découvrir. Qu'est-ce qu'il y a sous ce capot? Attention, c'est une usine à gaz, préparez-vous. Bon, tu te doutes bien qu'il y a des pièces qui sont pas d'origine parce que mes petites mains sont passées par là quand j'avais une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que derrière se cache, tu as la distribution. La distribution, c'est comme l'orchestre de ton moteur. Pour ceux qui connaissent pas la mécanique, c'est comme un orchestre symphonique. Ils sont en train de te jouer une symphonie et là, t'as un mec, un trompettiste, pianiste, un violoniste qui se trompe et il fout en l'air tout le gala. Et là, mon pote, c'est la mort. Parce que t'as le théâtre qui est plein et t'as tout le monde qui se barre. Et c'est ça le problème avec la distribution, c'est que s'il y a un truc qui fout le camp, il y a tout le reste qui fout le camp. Il faut que tout fonctionne ensemble pour que le moteur tourne rond. S'il y a un truc qui marche plus, ça peut tout péter et ton moteur est foutu. Sur cette voiture, c'est encore différent parce que c'est un moteur sans interférence. Ça veut dire que s'il y a la courroie de distribution qui lâche, le moteur ne va pas casser parce que les soupapes n'ont pas assez de course, les soupapes descendent pas assez bas pour être éclatées par les pistons. Parce que souvent, quand tu as la courroie de distribution qui lâche, le problème que tu vas rencontrer le plus souvent, c'est que tes soupapes, elles vont pas se refermer, tes pistons, ils vont venir les éclater. Et du coup, elles vont se tordre et tu vas tout niquer. Ça, c'est un moteur sans interférence, donc ça veut dire que le moteur, si la distrib lâche, il va juste se désynchroniser, il faudra juste le repiger, le recaler correctement, tu remets une courroie et c'est reparti. Et ça, c'est l'avantage de cette voiture, en tout cas quand elles sont d'origine. Si tu commences à mettre des arbres à cam de course qui ouvrent les soupapes beaucoup plus grand, forcément, là, tu risques d'avoir des problèmes techniques si la distribution, elle lâche. Et qu'est-ce qui a lâché sur cette distribution? C'est la poulie de la pompe à huile. En gros, la pompe à huile, c'est ce qui va envoyer l'huile dans ton moteur, c'est ce qui va lubrifier tous les éléments. La pompe à huile, c'est ce qui va maintenir la pression d'huile dans tout ton moteur pour qu'il fonctionne bien et que tous tes éléments soient huilés, ne chauffent pas, ne se grippent pas, ne se rayent pas. Cette poulie, la poulie qui tourne et qui est prise sur cette courroie de distribution et qui entraîne la pompe à huile, elle a cassé parce que c'est une maladie sur ces voitures. Elle a complètement pété en morceaux, elle est tombée et elle s'est prise dans la poulie du vilebrequin. Le vilebrequin, c'est ce qui entraîne tout le moteur, c'est la poulie qui a la plus de force dans tout ton moteur, c'est la poulie la plus puissante de ton moteur. Elle est tombée dans celle-là et celle-là, elle l'a écrasée et ça m'a fait en fait un trou dans l'avant du moteur. Là, tu as une partie en aluminium en bas du moteur. Ça m'a fait un trou et j'avais l'huile qui coulait carrément. Il y avait des morceaux de l'avant du moteur, la face avant en alu, qui étaient cassés et l'huile coulait. Voilà ce qu'on a dedans. Là, c'est la poulie de la pompe à huile qui est carrément pétée. Faut savoir que c'est une maladie sur les 7M GTE. Poulie de pompe à huile, elle lâche. C'est pour ça qu'ils font des renforcés. Et là, on peut voir que ça m'a aussi endommagé la poulie de vilebrequin. Suite à ça, la distribution s'est désynchronisée, forcément, la voiture ne roulait plus, il y avait un trou dans le moteur. Sauf que
sans interférence, donc ça veut dire que l'intérieur de ton moteur il est bon. Tes composants à l'intérieur ils n'ont pas bougé. J'avais jamais fait de mécanique à l'époque, tu vois. À l'époque j'avais bricolé un peu mes 50 cm3, mes motocross, mais réparer un moteur de voiture, j'avais eu une Golf 4 cabriolet en première voiture et ensuite la Supra. Et la Golf 4 cabriolet, à part l'allumage, j'ai rien changé dessus, à part une bobine d'allumage et j'avais aucune idée de la mécanique dans quoi je me lançais, tu vois. J'ai regardé la voiture comme ça au fond du garage et je me suis dit, je peux pas la laisser comme ça, je peux pas l'abandonner. Je me suis dit, c'est soit je l'emmène au garage et je vais me faire éclater à grands coups de 6-7 000 euros, soit je me dis, Alex, tu vas y arriver, tu prends toute la patience du monde et tu t'y attelles. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris la décision de faire les travaux moi-même. Je me suis dit, je sors moteur boîte et je fais tout seul. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui j'ai bossé sur la distribution parce qu'il y a la courroie de distribution qui a lâché, suivi de la poulie de pompe à huile qui a carrément pété. À l'époque, il n'y avait pas de chat GPT, il n'y avait pas les IA. Donc mon pote, je suis allé sur tous les forums Supra, forums machin. Je suis même allé sur des forums japonais que je traduisais avec Google Translate pour me renseigner comment faire ci, comment faire ça, comment sortir moteur boîte. Les conseils YouTube, les vidéos YouTube, j'en ai mangé à tire-larigot. Et ça tombait un peu mal parce que c'était en plein confinement. Donc ça veut dire que toutes les pièces que j'ai commandées, il y en a, elles mettaient 3 mois à arriver. Du coup, j'ai dû attendre assez longtemps. Ça m'a pris beaucoup de temps. En plus, il faisait pas très chaud au début. Je finissais des fois, c'était 4-5 heures du matin. Des jours où je suis allé me coucher, il faisait jour. Parce que j'apprenais, tu vois. Et je voulais surtout pas casser au démontage parce que c'est une voiture qui est de 1989. Ça veut dire que c'est une voiture qui a maintenant 37 ans, donc tu te doutes bien que quand tu démontes un truc, faut pas y casser quoi, parce que sinon tu vas galérer à retrouver les pièces. En fait, j'ai changé mon embrayage, j'ai changé mon volant moteur, j'ai changé toute la distribution, j'ai mis une poulie de pompe à huile renforcée, taillée dans la masse qui m'a coûté 300 boules, mais au moins je sais que ça bougera plus. J'ai mis un turbo neuf, j'ai changé tous mes joints, les joints de sortie de Villebrequin, des joints à speed Arbracam, tout ce qui pouvait fuir, on va dire les durites, tout ça. Les travaux en tout m'ont pris 8 mois sur cette voiture. J'ai eu besoin de beaucoup de patience, j'ai pris énormément de vidéos à ceux qui se lancent dans ce genre de mécanique. Je vous conseille les gars, c'est de tout filmer. Allez, police. On l'a sorti. Tout ce que vous faites, vous filmez absolument tout. Donc là, j'ai démonté la masse. Donc là, gaine enlevée, prise diagnostique, prise sur le crochet là-bas. Tout ça, ça va ensemble. Donc là, je viens d'enlever ça d'ici. Le d'accélérateur, il part là. Et il va dans la caisse. Lui, il passe dessous la grosse gaine. Il se prenait sur ça. Le rouge, il passe là. Parce que si vous oubliez un truc, au remontage, vous ne savez plus qu'il n'y a personne qui vous a vu démonter, vous êtes dans la merde. Vous ne saurez plus remonter votre bagnole. Vous êtes la seule personne qui l'a démonté. Ça va être compliqué de faire venir une personne extérieure qui n'a pas vu ce que vous avez fait et qui va être capable de vous dire ok, ça c'était comme ça, faut que tu refasses comme ça, faut que tu fasses comme ci, comme ça. Donc perdez le temps. N'ayez pas la flemme. Sois pas dans l'euphorie du démontage en te disant ah putain trop bien, j'ai sorti tout mon faisceau électrique nickel. Non, ton faisceau électrique, tu débranches une cosse, tu prends en photo. Moi je prenais du scotch de peintre, je mettais sur le faisceau électrique et au marqueur j'écrivais ça va là. Et en même temps je filmais. Au remontage, heureusement que j'ai filmé parce que j'ai ressorti les vidéos et c'est comme ça que ça m'a aidé à remonter ma bagnole sans problème. J'en ai profité pour nettoyer ma baie moteur à l'époque, nettoyer mon moteur, ta cloche d'embrayage, toutes les fuites d'huile qu'il y avait en dessous. Il faut savoir aussi que les maladies sur les Supra MK3, donc ça c'est le moteur 7M GTE, c'est la pression de l'huile qui a tendance à être pas très élevée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai shunté, ils appellent ça un shuntage. Je sais pas si c'est le terme exact, mais en gros, tu as ta pompe à huile sur cette voiture qui va pomper l'huile dans ton bac d'huile en bas. Sur cette pompe à huile, tu as une soupape de décharge. En gros, cette pompe, elle va monter en pression et arriver à la pression escomptée. Donc, il me semble que c'est 2 bars 5, 3 bars de pression d'huile. Tu vas avoir la soupape de décharge qui va s'ouvrir pour pas que tu aies une pression d'huile trop élevée. En fait, ce qui va être bien sur ces voitures, ça va être de retarder l'ouverture de la soupape de décharge. Et comment on va faire ça? On va faire ça en l'ouvrant, la soupape, et en ajoutant une épaisseur avec des petites rondelles de la bonne taille pour compresser ce ressort et justement retarder l'ouverture de cette soupape de décharge pour justement avoir plus de pression dans le circuit d'huile moteur. Il y en a qui parlaient d'enlever la crépine de la pompe à huile. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'aimais pas l'idée, honnêtement. Je suis pas expert en mécanique, mais s'il y a une crépine, c'est pas pour rien. Ça retient un peu plus l'huile, mais j'ai quand même réussi à gagner 0,3, 0,4 en pression d'huile. Oh là là, les gars, regardez ce que je viens de voir. Un impact sur le pare-brise. Oh non. Et accessoirement, j'ai voulu mettre une blow-off valve. Ça va te permettre de décharger la pression du turbo qui est en trop. Donc les surplus de pression de turbo quand tu vas changer tes vitesses. Sauf que de base, il y en a une, mais elle est en recirculation. Donc ça veut dire qu'elle recrache là-bas. Et elle repart dans ton turbo. Et bah moi, je me suis dit, je vais mettre une blow-off qui crache dehors. Donc en gros,
tu viens boucher ça. Tu sais ce que c'est ce bouchon là? C'est un axe de moteur de portail. Tu vois les moteurs de portail là? Avant il y avait des Somfy, des vieux. J'avais récupéré l'axe du moteur, j'ai coupé, j'ai fait un beau bouchon, je l'ai mis dedans et voilà, ça me fait un bouchon parfait en acier. Peint en noir parfait. Et du coup maintenant, les surpressions, elles sont recrachées directement par là et t'entends un pshhh. Putain de Dieu, un fer à repasser le bordel. À chaque changement de vitesse, à chaque fois que tu relâches l'accélérateur et que ton turbo est en marche, tu vas entendre la blow-off valve qui va cracher. La voiture elle est plutôt d'origine, j'ai juste mis une ligne d'échappement, une belle downpipe ici et elle est full tube jusque derrière. J'ai toujours la ligne d'origine, par contre j'ai mis un filtre à air KN, donc c'est le même que d'origine, j'ai pas mis un cornet parce que voilà, je veux quand même la garder assez d'origine. J'espère que je vais pouvoir retrouver les vidéos du redémarrage après les 8 mois parce qu'il était épique. C'était le plus beau jour de ma vie honnêtement quand j'ai tourné la clé et que la voiture a craqué direct. Oh non. Oh. Il me semble qu'elle a craqué du deuxième coup, le temps que l'essence arrive. Oui. Mais j'étais vraiment... j'étais refait. Ah oui, j'ai changé ça aussi il n'y a pas longtemps. Les supports moteurs qui sont des Vibratechnics maintenant parce que les autres ils m'ont lâché. J'en ai perdu un sur la route, donc j'ai mis des supports Vibratechnics. Voilà, ça coûte un peu cher mais c'est un bon investissement. Il y a un peu plus de vibration dans la caisse, mais on est sûr qu'avec ça bougera pas. Voilà pourquoi je tiens énormément à cette voiture, parce que j'ai passé 8 mois à la retaper et j'ai mis beaucoup d'argent dedans et c'est mon premier chantier mécanique. C'est là que j'ai découvert que je kiffais la mécanique, parce que je me suis dit putain mais moi le boulanger pâtissier de base, j'arrive à retaper une voiture de 1989 où quand tu ouvres le capot c'est une putain d'usine à gaz. Moi j'arrive à faire ça, j'arrive à refaire un moteur cassé. C'est pas non plus une bielle coulée ou un truc comme ça, mais la voiture fonctionnait plus, j'ai mis mes mains dedans, la voiture refonctionne et elle fonctionne maintenant depuis 6-7 ans. Et pour l'anecdote, tenez-vous bien, j'étais sur des forums de Supra sur Facebook et je suis tombé sur une annonce de l'émission Direct Auto sur C8 qui cherchait justement des Toyota Supra d'un peu toutes les années pour faire une émission. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas, je les ai contactés et ils m'ont dit ok, tournage à Paris, venez avec la Supra. La Supra, le jour où je l'ai fini, je partais le lendemain à Paris. Donc je l'avais à peine essayé sur la route sans capot. La voiture, j'avais même pas encore remonté le capot, je faisais mes essais, ça allait plutôt. Je suis revenu, j'ai mis le capot et à l'époque on s'est mis à 2-3 et on la polish toute la voiture pendant toute la journée avec ma mère et mon ex à l'époque pour le lendemain, parce que je montais à Paris avec et la voiture je venais de la retaper, j'avais passé 8 mois dessus et je l'avais à peine essayé dans le lotissement que le lendemain je montais à Paris avec sur l'autoroute, 5 heures de route ou 6 heures je sais plus. Donc là c'était vraiment le test drive fatidique, tu vois, il fallait pas que ça se rate parce que j'avais le tournage avec et au final je suis arrivé à temps au tournage, nickel, ça s'est super bien passé, j'étais refait, j'étais le plus heureux du monde, franchement ce sentiment d'accomplissement il est... Bref, assez parlé de moi, maintenant on va parler de la voiture. Donc qu'est-ce qu'on a comme moteur là-dessus? C'est le 7M GTE, c'est le 3 litres turbo qui fait 235 chevaux d'origine, c'est un 6 cylindres, 24 soupapes. Comme vous pouvez le voir, les deux sièges avant ils sont neufs parce que je les ai fait refaire par un sellier qui a fait un boulot extraordinaire. Il m'a aussi refait le soufflet de frein à main et la coudoir centrale. Il m'a aussi fait le ciel de toit de ma Chrysler Crossfire à l'époque. Donc le mec travaille super bien. Le tapis feu vert rouge, on va pas prendre note sur ça, d'accord? Parce que j'ai pas encore optimisé on va dire l'esthétique de la voiture. Donc là tu as un tapis feu vert et là tu as le tapis d'un Audi Q7. Donc juge-moi pas trop sur l'intérieur. On va passer en plan large. Le poste d'origine je l'ai toujours, par contre voilà, j'ai mis un Pioneer pour avoir un poste un peu plus performant. Ça c'est le kit de démontage du toit ouvrant. Là tu as les portes gobelets de l'époque. Tu viens les mettre comme ça. Hop, et voilà, ça c'est vraiment le truc de l'époque. Ça c'est le kit pour démonter le toit, donc en fait le toit il se dévisse. Bah oui, parce qu'à l'époque mon pote t'avais pas des clips, c'est tout comme dans la Corvette. Donc tout ça craque à souhait, hein, c'est de l'époque. Là t'as ta notice pour démonter ton toit. Donc t'as une vis là, tête avec les têtes à laine, et là, et une autre ici. Et t'enlèves ces 4 vis, tu viens démonter ton toit. Hop, ça c'est dur comme il se doit. Tu viens démonter ton toit et ensuite, quand tu l'as enlevé, tu viens dans ton coffre. Bon bah là, il y a mes courses dans le coffre. Le mec il tourne une vidéo, il n'y a rien de... Oh là là, ça me fume. Bon là, on peut pas mettre le toit parce que j'ai mis un boomer de 1000 watts entre temps avec un ampli. Et là, je reviens de mon drive, donc il y a mes courses. Et en fait, le toit, il vient se clipser là, tac tac. Et là, pareil, tu vois, t'as des trucs là, hop.
Là pareil, t'enlèves le pain complet. Hop. Et tu viens poser ton toit dans ton coffre et tu refermes ici. Franchement, c'est assez bien foutu pour l'époque. Mon antenne escamotable, elle est en panne. Elle est tombée en panne la semaine dernière. Il faut que je la répare. Mais normalement, tu as une antenne. Elle vient jusque là, l'antenne. C'est une voiture téléguidée après. Pour ce qui est du côté passager, mesdames et messieurs. Voilà la vue qu'on a passager. Regarde le bleu. Il est pas trop beau ce bleu. Bon, il y a un léger décalage entre les sièges et le tableau de bord parce que là il y a un bleu qui a 30 ans et là ça a été refait il y a quelques années quand j'ai retapé la voiture. C'était en 2021 ou 22. Donc ça fait 4-5 ans. Mais sinon l'intérieur il est pas trop mal. T'as les 2 places derrière, donc c'est 2 places pour des petites personnes. Hein. Même si moi je rentre, tu vois, je mets un genou là, un genou à gauche, je fais 1m80, t'arrives à te mettre dedans et normalement t'as pas la tête qui tape en haut. Bon, le freinage sur cette voiture, tu te doutes bien que c'est le freinage de l'époque, donc j'avais juste repeint mes étriers en rouge à l'époque quand j'avais 20 ans. Ça, c'est des jantes que j'ai récupérées sur une autre Supra que j'ai. J'ai une autre Supra MK3 qui est pour pied, on va dire, c'est une donneuse quoi. Elle roule pas sur route, mais elle roule pas sur route. On va la faire craquer. Bon, elle est déjà chaude hein, parce que forcément je viens de revenir de mon drive. Quand elle est chaude, le régime moteur, c'est pas un cold start, donc le régime moteur il est un petit peu plus bas que d'habitude. On a une bonne petite sonorité. On devrait l'entendre normalement. Là t'as ton accélérateur là-bas. Voilà le bruit de la dump valve. Écoute cette symphonie, il n'y a pas. Ça tourne rond comme une horloge suisse. Je vais vous faire écouter le son à l'échappement. Elle sent un peu l'huile cramée, je t'avoue. Depuis les Decata. Elle doit bouffer un peu d'huile, je pense. Après, c'est toutes les essences. Hein. Et la bagnole, elle n'est pas d'aujourd'hui, donc tu te doutes bien qu'elle bouffe un peu d'huile. Mais ouais, ça sent un peu l'huile. C'est pas grave, c'est ce qu'on aime. Le klaxon de l'époque, il faut que tu l'écoutes. Écoute-moi ça. Excellent ce klaxon. Excellent. J'adore. Knorr, j'adore. Je voulais aussi vous présenter un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. C'est un véhicule de 1989. Regardez un petit peu ce qu'il y a comme option dans ce véhicule. Ça, c'est pour gonfler les lombaires et les côtés du siège. Le siège, il est électrique, je peux le gonfler en haut, en bas, sur les côtés, tout ça. Là, on a les rétroviseurs électriques. C'est une voiture qui a l'ABS. On a la climatisation. On est en 1989. Attention, c'est tout électronique là, regarde. Commande du pare-brise, des pieds, tac, tac, automatique. Mais mec, c'est incroyable. Franchement, pour l'époque, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Le régulateur de vitesse au volant, on est en 1989. Il y a 37 ans. Il y a 37 ans, les gars. Vous vous rendez compte, il y a 37 ans, il y avait déjà tout ça. Elle fait partie des premières voitures qui ont été équipées des ABS, tous ces systèmes de régulateurs de vitesse, de la climatisation, des sièges électriques comme ça. Franchement, pour une voiture de l'époque, c'est pas déconnant. On a les vitres électriques aussi, ça c'est pour bloquer la vitre électrique du passager. On a la fermeture centralisée. C'est l'époque où on avait encore des allumes-cigares dans la voiture, c'était des voitures d'hommes. Là, on a les rangements aussi. Hop! Regarde, avec le petit tapis au fond. Bon, bah là, il n'y a pas grand-chose, hein, à part un baume à lèvres, 2-3 conneries. Je crois qu'on a même un pins de l'époque. Qui peut se vanter d'avoir un pins dans sa voiture? Ah non, c'est pas un pins, mon pote. C'est un emblème Toyota, d'ailleurs, je sais pas d'où ça vient, ce truc. La boîte à gants, hop. Bon, il y a un bordel monstre. Targa! Parce que ça s'enlève et moi j'adore les cabriolets. Et l'été, c'est un réel plaisir et j'ai l'impression d'être encore en enfance à chaque fois que je monte dedans, que je la démarre et que je la conduis. Déjà, c'est grâce à moi qu'elle roule parce que c'est moi qui l'ai réparée, j'en suis refait de ça. Et deuxièmement, juste l'odeur. Vous savez, l'odeur qu'il y a dans une voiture. J'achète pas de sapin pour mettre dans ma voiture, tu sais, les sapins, les sambons là. Parce qu'il y a une odeur qui me rappelle mon enfance, qui me rappelle quand j'étais gamin. Et cette odeur, j'avais peur de la perdre en faisant refaire mes 2 sièges avant en cuir, d'avoir une nouvelle odeur, mais pas du tout. Les odeurs, c'est super important pour moi. Dans une voiture, c'est ce qui te fait ressentir l'univers de la voiture et c'est ce qui te rappelle les souvenirs. L'odeur, ça te marque tellement l'esprit que ça ravive énormément de souvenirs, les odeurs. Et dans cette voiture, il y a une odeur de cuir ancien,
de quand j'étais petit, qu'on allait faire un tour le week-end. Non, je pourrais jamais m'en séparer de cette voiture. Tout simplement, elle sera à moi toute ma vie. Voilà les gars pour la présentation de ma Toyota Supra qui me tient énormément à cœur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur les réseaux, à t'abonner à mon YouTube. Ça me ferait réellement plaisir parce que j'ai envie de vous partager un peu plus ma passion que j'ai sur les voitures. Parce que je peux pas vivre sans voiture, c'est impossible. Et vous partager toutes les voitures que je vais pouvoir essayer et vous présenter dans mes vidéos les gars. J'espère que ça vous a plu, mettez un like, on se voit dans la prochaine. Si t'as une question, n'hésite pas à m'envoyer un message soit sur mes réseaux, soit tu mets un commentaire comme tu veux mon pote. On se voit dans la prochaine. Ciao.